Imaginez vous rencontrez quelqu'un sur Tinder. Le courant passe immédiatement, vous devenez fusionnel, vous tombez amoureux puis vous vous fiancez. Et puis un soir, il vous regarde droit dans les yeux et vous avoue être un meurtrier, comme si de rien n'était. Cette histoire, elle est bien réelle et aujourd'hui on va parler du cas Alexander McKellar et surtout du rôle hallucinant qu'a eu sa fiancée Caroline dans cette affaire et comment elle va aider la police avec une simple canette de Red Bull. Mais avant tout, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner, ça ne coûte rien et ça aide énormément la chaîne. C'est parti! Avant même de parler de crime, on va parler de Caroline. Qui est Caroline Murhead? Parce que quand on regarde cette affaire de loin, les gens peuvent se dire mais comment une femme aussi intelligente a pu rester avec un homme pareil? Et c'est justement ce qui rend l'affaire encore plus dérangeante. Caroline n'a absolument pas le profil qu'on imagine dans ce genre d'affaires. Elle vient d'une bonne famille, elle est brillante, elle a fait 11 ans d'études et surtout elle travaille comme médecin légiste en Écosse. En fait, toute sa vie, Caroline, elle est un peu entourée par la mort. Les autopsies, les affaires, les enquêtes criminelles. Mais derrière cette image très stable, Caroline traverse en réalité une période hyper compliquée. Elle sort d'une relation de 8 ans avec un homme extrêmement toxique, une relation qui l'a complètement détruite émotionnellement. Elle est épuisée mentalement, elle manque d'affection, de stabilité et d'assurance. Et c'est exactement dans cet état d'esprit qu'elle décide, après sa rupture, de s'inscrire sur Tinder, sans savoir que cette décision va faire complètement basculer sa vie. Ensuite, le personnage principal, c'est Sandy, alias Alexander McKellar. Sandy, il vit dans les Highlands écossais, il travaille dans un environnement lié à la chasse, au milieu d'immenses domaines isolés, et depuis l'enfance, il est exposé aux armes, au sang, aux animaux et au dépeçage d'animaux. Le documentaire explique que très jeune, la mort faisait déjà partie de son quotidien. Encore une fois, ça n'excuse absolument rien. La grande majorité des chasseurs ne deviennent pas, évidemment, des meurtriers, mais dans ce cas précis, ça semble avoir créé une sorte de désensibilisation extrêmement inquiétante chez le petit Sandy. Autre élément important, Sandy est extrêmement fusionnel avec son frère jumeau Robert McKellar. Les deux hommes semblent fonctionner un peu comme une personne. Ils travaillent ensemble, ils sortent ensemble et surtout, ils boivent ensemble. Et justement, l'alcool va jouer un rôle central dans cette affaire. Parce que selon beaucoup de témoignages, Sandy, il a un peu, voire beaucoup, l'alcool mauvais. Quand il boit, il devient agressif et instable, voire même effrayant. Mais alors, comment ça se fait qu'ils se sont rencontrés alors qu'ils n'habitent pas dans la même ville, n'ont pas forcément les mêmes centres d'intérêt, et à première vue, ils vivent dans deux mondes différents? Et justement, parlons-en de cette rencontre. En 2020, après son inscription sur Tinder, Caroline et Sandy matchent directement. Tout le monde l'aime, c'est vraiment le mec sympa qui sait profiter de la vie, et très vite, le courant passe énormément entre eux. C'est exactement ce qu'il fallait à Caroline. Et honnêtement, dès le début, il y a quelque chose d'un peu étrange dans leur relation. Après quelques échanges, Caroline fait plus de 1h30 de route pour aller voir un parfait inconnu qui s'appelle Sandy, qu'elle n'a jamais vu, dans la campagne écossaise. Et avant qu'elle parte, une amie lui lance: attends, fais attention quand même, ça pourrait être un meurtrier. Caroline rigole et lui répond qu'il n'y a absolument aucune chance. Sauf que c'est exactement ce qu'il est. Au début, les proches de Caroline restent quand même méfiants. Ils trouvent que leur connexion est presque trop parfaite, mais Caroline semble enfin heureuse. Après des années de souffrance émotionnelle, alors personne n'ose vraiment la contrarier ou la contredire. Plus le temps passe, plus le couple devient fusionnel, et ce qui est troublant, c'est qu'ils semblent partager la même proximité avec la mort. Caroline travaille à la morgue, Sandy vit dans l'univers de la chasse et des carcasses animales. Sur le moment, ça paraît anodin, mais avec le recul, ce détail devient presque glaçant. Très rapidement, ils se fiancent, et là encore, la famille de Caroline trouve que ça va beaucoup trop vite, et les amis aussi d'ailleurs. Surtout qu'ils l'ont jamais rencontré. Mais Caroline, elle est follement attachée à lui. Après sa relation toxique précédente, Sandy lui apporte exactement ce qu'elle cherchait: de l'affection, de l'attention et un sentiment de sécurité. Sauf qu'en réalité, elle est déjà en train de tomber dans une relation encore plus toxique que la précédente, mais ça, elle ne le voit pas. Avant de s'emballer sur le mariage, Alexander décide quand même d'avoir une conversation sérieuse avec elle. Puisqu'ils vont se marier, il veut partir sur des basses saines. Et Alexander, quand il entame cette conversation, il devient très vite stressé et un peu hésitant. Caroline s'attend probablement à ce qu'il lui ait caché des dettes, une ancienne tromperie ou encore un problème familial ou même une double vie, mais Sandy lui répond qu'il doit lui avouer quelque chose de beaucoup plus grave.
Et Caroline est encore loin de s'imaginer jusqu'à où va aller cette histoire. Sandy commence alors à lui raconter ce qui s'est passé 3 ans plus tôt. En septembre 2017, lui et son frère Robert encadrent un groupe de chasseurs dans les Highlands. À la fin de la journée, tout le monde a passé une bonne journée et on finit par boire une petite pinte au pub. Puis Sandy et Robert reprennent la route complètement alcoolisés. Et cette nuit-là, sur la route A82, ils percutent un cycliste de plein fouet. Ce cycliste s'appelle Tony Parson, il avait 63 ans, il était en rémission d'un cancer et parcourait l'Écosse à vélo pour une œuvre caritative. Tous ceux qui le connaissaient le décrivent comme une personne profondément gentille, mais en réalité, ce qui choque le plus Caroline, ce n'est même pas l'accident, mais c'est juste ce qui est arrivé après. Parce que Sandy lui explique qu'au lieu d'appeler les secours, ils ont mis Tony sur le bas-côté de la route, histoire que personne ne le voit. Au départ, Sandy, il affirme qu'il pensait que Tony était mort sur le coup, mais avec le temps, Caroline découvre quelque chose de bien pire. Personne était probablement encore en vie après la collision. Une fois l'avoir percuté et l'avoir mis sur le bas-côté de la route afin que personne ne lui porte assistance, ils rentrent chez eux tranquillement, ils se changent, ils changent de véhicule, ils mettent des gants, ils laissent la carte SIM de leur portable sur place, puis retournent sur les lieux de l'accident. Ce récit, cette méthodologie, nous montre qu'à ce moment-là, ils n'étaient plus du tout dans la panique, mais que c'était réfléchi et méthodique. Les deux frères enveloppent ensuite Tony dans une bâche, le chargent sur le nouveau véhicule et l'enterrent dans une fosse habituellement pour les carcasses animales. Et pendant plus de 3 ans, personne ne saura ce qui est arrivé à Tony Parson. Il a disparu, il s'est évaporé. Et le plus dérangeant probablement, c'est ce qui arrive ensuite. Après ses aveux, Sandy décide d'amener Caroline sur les lieux où il a enterré Tony. Et là, Caroline, elle réalise quelque chose d'absolument horrible. L'endroit où Tony est enterré, c'est là où elle fait son footing tous les jours. À partir de ce moment-là, elle est complètement obsédée par cette affaire, elle fait des recherches sur internet, elle lit des articles, des appels à témoins, des interviews de sa famille, et pendant ce temps-là, lui, Sandy, il agit comme si de rien n'était. Comme si ce secret ne représentait absolument rien et n'allait rien changer. Et l'événement qui va tout changer, c'est que le terrain où est enterré Tony est acheté par un riche hongkongais, un homme d'affaires qui veut faire construire. C'est la panique chez Sandy parce que il risque certainement de retrouver le corps de Tony Parson et lui, il en veut pas. Il a pas envie d'aller en prison. Et Sandy demande alors plein de choses à Caroline qui est médecin légiste. Il lui demande si elle accepterait de déplacer le corps. Mais ce n'est pas tout. Pendant cette discussion, il commence à lui poser plein de questions extrêmement précises sur la décomposition des corps, sur l'état du cadavre, et ce qu'il reste d'un corps après plusieurs années enterré. Et c'est là que Caroline commence à avoir une pensée intrusive horrible. Est-ce qu'il m'a choisi sur Tinder parce que sur ma biographie, j'avais marqué médecin légiste? Est-ce qu'il m'aime vraiment finalement ou c'était juste de la manipulation depuis le début? Et après Noël, Caroline, elle prend son courage à deux mains, elle va voir la police écossaise et raconte tout. Sandy et Robert sont immédiatement arrêtés et placés en garde à vue, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de preuves. Pas de corps, pas d'ADN, pas de scène de crime exploitable et les enquêteurs sont alors obligés de les relâcher. Et là, Caroline, elle commence à être un peu inquiète parce qu'elle est persuadée que les deux frères ont compris que c'était elle qui les avait balancés. Mais eux pensent plutôt qu'ils ont été sur écoute ou qu'ils ont trop parlé au moment où ils avaient trop bu. Et contre toute attente, Caroline continue à les héberger chez elle, ce qui l'amènera à une vie encore plus déstructurée car tous les soirs, c'est et alcool à volonté. Et pendant cette période, Caroline vit dans la peur permanente. Bien évidemment, les deux frères continuent de parler de ce crime devant elle, elle enregistre toutes les preuves, puis les enquêteurs commencent à fouiller sur le terrain. Et Sandy comprend très vite qu'alors, Caroline les a trahis. Il découvre aussi comment elle a aidé la police. C'est là toute l'ironie du sort, lorsqu'il lui a montré là où il avait enterré le corps, Caroline a laissé discrètement une canette de Red Bull près du site. Un détail minuscule, mais suffisant pour aider les enquêteurs à localiser la zone exacte pour ensuite les inculper. Vous l'avez compris, mais grâce à ces informations collectées grâce à Caroline, les enquêteurs finissent par trouver Tony Parson. Et contre toute attente, face aux preuves, Sandy semble même soulagée que ce secret soit terminé. Et le point à aborder, c'est aussi le documentaire qui critique aussi énormément la police écossaise, parce que l'identité de Caroline a été révélée, ainsi que l'histoire de la canette de Red Bull, ce qui l'aurait potentiellement mis dans une situation extrêmement dangereuse qui aurait pu porter atteinte à sa vie. De plus, elle ne bénéficie d'aucun aide psychologique aux victimes et la police lui mettait même la pression pour qu'elle ne parle à personne, ni même aux professionnels.
D'ailleurs, Caroline finira même par porter plainte contre eux parce que c'était inadmissible et elle a bien raison. Et honnêtement, sans elle, cette affaire n'aurait probablement jamais été résolue et serait classée comme un cold case. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à Caroline une fois que tout le monde est en prison? Après toute cette affaire, Caroline, elle s'effondre psychologiquement. C'était la goutte de trop, celle qui a fait déborder le vase, et c'est probablement l'aspect le plus marquant de toute cette histoire parce qu'elle ne correspond absolument pas au cliché de la personne faible. Elle est intelligente, elle est cultivée, elle est médecin, elle est stable, et pourtant, une seule rencontre a suffi à faire basculer toute sa vie. Elles sont progressivement dans l'alcool, dans beaucoup de drogue, dans la dépendance et dans l'isolement. Finalement, après tout ça, elle quitte tout et retourne vivre chez ses parents pour essayer de se reconstruire, mais avec beaucoup de difficultés quand même. En 2023, le procès McKellar a finalement eu lieu. Alexander McKellar plaide coupable d'homicide involontaire et d'entrave à la justice. Il est alors condamné à 12 ans de prison. Quant à son frère, il écope de 5 ans pour avoir caché le crime. Et la famille est extrêmement déçue de cette condamnation qu'elle trouve extrêmement faible au vu de l'abandon de Tony Parsons, de la dissimulation du corps et du comportement des deux frères après l'accident. Et moi je les comprends parce que franchement, je trouve ça très très peu pour ce qu'ils ont fait. Mais au fond, ce qui rend cette affaire aussi dérangeante et fascinante, ce n'est pas forcément le crime, c'est la question qu'elle pose. Parce qu'on aime tous croire qu'on reconnaîtrait quelqu'un de dangereux, qu'on verrait les signes, qu'on partirait immédiatement. Mais en réalité, les choses sont rarement aussi simples. Et Caroline est probablement l'exemple parfait. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire surtout qu'est-ce que vous pensez de cette affaire. Est-ce que les condamnations sont suffisantes et est-ce que vous saurez reconnaître un meurtrier si vous le voyez? Je vous laisse avec cette question, je vous fais des gros bisous, ciao ciao.